caractère privé des sens data. Je vous ennuie sans doute à force de répéter ce que je disais la dernière fois, mais il le faut. L'une des raisons d'introduire l'idée de sens datum, disions-nous, est qu'il arrive que les gens voient des choses différentes, des couleurs différentes par exemple, alors qu'ils regardent le même objet. Nous disons alors, il voit du rouge foncé là où je vois du rouge clair. Nous sommes enclins à parler d'un objet autre que l'objet physique, qui est vu par la personne dont on dit qu'elle voit l'objet physique. Il est clair en outre que c'est seulement du comportement de l'autre personne, par exemple, de ce qu'elle nous dit, que nous inférons à quoi ressemble cet objet, et l'on n'est pas alors pas loin de dire qu'elle a cet objet devant son œil mental et que nous ne le voyons pas. Bien que nous puissions tout aussi bien dire que nous l'avons devant notre œil mental sans savoir pour autant qu'elle a devant le sien. Le sens datum ici est la façon dont l'objet physique lui apparaît. Dans d'autres cas, il n'y a pas d'objet physique qui entre en jeu. Je veux maintenant attirer votre attention sur une difficulté particulière à propos de l'usage de sens datum. Nous avons dit qu'il existait des cas où telle autre personne voit vert ce que je vois rouge. La question suivante se pose alors d'elle-même. Si cela est possible absolument parlant, pourquoi ne devrait-ce pas être toujours le cas ? Il semble que si nous avons admis une fois que cela peut arriver dans des circonstances particulières, cela peut arriver toujours. Mais alors il est clair que l'idée même de voir du rouge perd tout usage, dès lors que nous ne pouvons jamais savoir si l'autre ne voit pas quelque chose d'entièrement différent. Que devons-nous donc faire? Devons-nous dire que cela ne peut arriver que dans un nombre limité de cas? Nous sommes en bien mauvaise posture. Nous avons introduit l'expression A voit quelque chose d'autre que B, et nous ne devons pas oublier qu'elle n'avait d'emploi que dans les circonstances dans lesquelles nous l'avons introduite. Considérez la proposition suivante. Bien entendu, nous ne pouvons savoir si de nouvelles circonstances ne montreraient pas que, tout compte fait, il a vu la même chose que nous. Rappelez-vous qu'il n'était pas nécessaire que cette notion dans son ensemble fût introduite. Mais ne puis-je pas imaginer que tous les aveugles voient aussi clair que moi, et que c'est simplement leur comportement qui diffère du mien, et à l'inverse, les imaginer réellement aveugles? Car si je puis imaginer ces possibilités, alors la question même, s'il n'est jamais possible d'y répondre, a du sens. Imaginez un homme, W. Wittgenstein par exemple, tantôt aveugle, tantôt voyant, et observez ce que vous faites. Comment de telles représentations donnent-elles sens à la question? Elles ne le font pas, et vous voyez ainsi que l'expression tient bon ou s'effondre en fonction de son utilité. L'idée que l'autre personne voit quelque chose d'autre que moi n'est introduite que pour tenir compte de certaines expressions, alors qu'il semble que cette idée puisse exister sans aucune référence à des expressions. Assurément, ce que je ressens, lui aussi peut le ressentir. Et rappelez-vous que nous avons admis qu'autrui peut avoir mal sans le manifester. Si cela est concevable, pourquoi l'idée qu'il ne montre jamais sa douleur ne le serait-elle pas? Et pourquoi pas celle que tout le monde souffre tout le temps sans le montrer, ou même celle que des choses inanimées éprouvent de la douleur? Ce qui nous choque, c'est que cette idée d'une personne qui souffre et qui ne le montre pas semble n'avoir que peu d'applications usitées et un nombre considérable d'applications inusitées qui ont tout l'air de n'être aucunement des applications. Et ces dernières applications semblent trouver leur justification dans le fait que nous pouvons imaginer que l'autre personne ressent la même chose que nous et que de la sorte la proposition « il a mal aux dents » fait sens indépendamment de quelque expression que ce soit. Assurément, disons-nous, je puis imaginer qu'il a mal ou qu'il voit, etc. Ou étant donné que je ne puis moi-même voir, je puis imaginer qu'il en fait autant. En d'autres termes, je puis imaginer qu'il joue le même rôle que moi dans l'acte de voir. Mais dire cela détermine-t-il ce que je veux dire par « il voit » ? Nous arrivons à cette conclusion. Imaginer l'autre souffrant, etc. ne permet pas d'établir le sens de la phrase « il a mal ». Il peut d'un bout à l'autre viser autre chose que moi, par vers. Évidence, vérification. Mais il faut considérer ceci. Assurément, ce que je vise par vers est quelque chose de particulier, une impression particulière, et par conséquent, il peut fort bien avoir une autre impression. Assurément, je sais de quoi il s'agit là. Assurément, je sais de quoi il s'agit dans le fait d'avoir une impression que j'appelle vert. Mais de quoi s'agit-il? Vous êtes porté à regarder un objet vert et à dire « c'est comme ceci ». Et ces mots, bien qu'ils n'expliquent rien à qui que ce soit d'autre, semblent constituer en tout cas une explication que vous vous donnez à vous-même. Mais le font-ils? Cette explication justifiera-t-elle l'usage que vous ferez à l'avenir du mot vert? En réalité, voir du vert ne vous autorise pas à substituer quelqu'un d'autre à vous-même, pas plus qu'à substituer du rouge à du vert. Le sens datum est privé, est une règle de grammaire. Elle prohibe l'usage d'expressions telles qu'il voyait le même sens datum. Elle peut ou non autoriser des phrases comme il présumait que l'autre avait un sens datum de cette espèce. Il se peut qu'elle autorise ou non des expressions de la forme. Tel autre regarda autour de lui, eut un sens datum et dit «
vous constatez que ce mot n'a en aucun, au pareil cas, aucun usage. Mais si c'est un mot que vous aimez employer, faites-le. Mais assurément, je fais la différence entre avoir mal aux dents et l'exprimer, d'une part, et l'exprimer sans avoir mal, d'autre part. Et je fais cette différence en moi-même. Assurément, ce dont il s'agit ici ne se réduit pas à user de deux différentes expressions, mais il existe deux expériences distinctes. Vous parlez comme si le cas où l'on ressent une douleur et celui où l'on n'en ressent pas ne différait que par la manière dont je me suis exprimé. Mais distinguons-nous toujours entre simple comportement et expérience plus comportement. Si nous voyons quelqu'un tomber dans les flammes et hurler, nous dirons-nous à nous-mêmes, il y a bien entendu deux cas. Ou si je vois ceci devant moi, fais-je la distinction? La faites-vous? Vous ne pouvez la faire. Que nous la fassions en certains cas ne prouve pas que nous la fassions toujours. Voilà qui doit paraître à certains d'entre vous bien niais et superficiel, mais ce ne l'est pas. Lorsque vous me voyez, voyez-vous une chose et en conjecturez-vous une autre. Ne parlez pas ici de la conjecture subconsciente, mais en admettant que vous vous exprimiez au moyen d'une telle supposition, cela ne reviendrait-il pas à adopter une façon de parler? Pouvons-nous dire que je mens est justifié par une expérience du mensonge particulière? Dirons-nous par une expérience privée particulière? Ou par une expérience privée du mensonge particulière? Ou encore par une expérience privée particulière caractérisée de telle ou telle manière? Mais quelle est selon vous la différence entre la simple expression et l'expression plus l'expérience? Savez-vous ce que veut dire le fait que W se comporte comme il le fait, mais ne voit rien, et à l'opposé qu'il y voit? Si vous le demandez à vous-même et que vous répondiez oui, vous évoquez alors une espèce de représentation. Cette représentation est, à ce qu'il semble, dérivée de votre propre voir ou non-voir, dans le cas où vous fermez les yeux. Et par cette dérivation, semble-t-il, elle doit être l'image que nous interprétons comme correspondant à notre phrase « il voit, il ne voit pas ». Tout comme lorsque je substitue son corps au mien, ou le fait de tenir un stylo à celui de tenir une allumette. Mais substituer son corps au mien pourrait signifier que mon corps a changé au point d'être maintenant semblable au sien, ou bien l'inverse. Comprendre, penser qu'il ressent la même chose que moi cela semble être une chose directe et simple, mais ce ne l'est pas du tout. Le cas n'est simple que si nous parlons par exemple de processus physiologiques. Je ne sais qu'indirectement ce qu'il voit, mais je sais directement ce que je vois, donne corps à une image absolument fourvoyante. On ne peut dire de moi que je sais que j'ai mal aux dents, si l'on ne peut dire de moi que je ne sais pas que j'ai mal aux dents. Et l'on ne peut dire que je sais indirectement ce que l'autre ressent, si l'on ne peut dire que je le sais directement. L'image qui nous fourvoie est la suivante. Je vois ma propre boîte d'allumettes, mais je ne sais que par ouï dire à quoi la sienne ressemble. On ne peut pas dire « j'affirme qu'il a mal aux dents » parce que j'observe son comportement, tandis que j'affirme que j'ai mal aux dents parce que j'éprouve la douleur. Cela pourrait conduire à dire que l'expression « mal aux dents » a deux significations, l'une pour moi et l'autre pour autrui. Je dis que j'ai mal aux dents parce que je le sens. Cela oppose bien le cas dont il s'agit, ou celui où, par exemple, on joue un rôle sur une scène, mais ne peut expliquer ce que veut dire avoir mal aux dents, parce qu'alors avoir mal aux dents serait égal à sentir qu'on a mal. Et l'explication reviendrait à ceci, je dis que j'ai mal parce que j'ai mal, serait égal à je dis que j'ai mal parce que c'est vrai, serait égal à je dis que j'ai mal parce que je ne mens pas. Ce que l'on veut dire est ceci, pour pouvoir dire que j'ai mal aux dents, je n'observe pas mon comportement, par exemple, dans un miroir, et ceci est juste, mais il ne s'ensuit pas que vous décriviez une observation d'une autre sorte, quelle qu'elle soit. Un gémissement n'est pas la description d'une observation. En d'autres termes, on ne peut dire que vous dérivez votre expression de ce que vous observez, pas plus qu'on ne peut dire que vous dérivez le mot vert de votre impression visuelle, mais seulement d'un échantillon, à quoi l'on est tenté de répliquer assurément. Lorsque je donne le nom de vert à une couleur, je ne me contente pas de prononcer le mot, mais celui-ci apparaît d'une manière particulière. Ou, lorsque je dis j'ai mal aux dents, je ne me contente pas d'employer cette phrase, mais elle doit apparaître d'une manière particulière. Cependant, cela n'a aucun sens, car phrase ou mot doivent toujours apparaître d'une manière particulière pour le dire comme vous. Mais assurément, voir et dire quelque chose, ce ne peut être tout. Nous faisons ici l'erreur de croire qu'il y a encore un objet que nous n'avons pas mentionné. Vous imaginez qu'il y a un pur voir et un pur dire, et en outre un voir et un dire, quelque chose d'autre. C'est pourquoi vous imaginez que toutes les distinctions doivent être faites sur le modèle de A plus B, A plus C, etc.
L'idée d'une telle addition est dérivée pour l'essentiel de la considération des organes de notre corps. Tout ce qui doit, dans votre perspective, vous intéresser, c'est de savoir si j'opère les mêmes distinctions que vous, de savoir si, par exemple, je distingue entre tricher et dire la vérité. Il y a quelque chose d'autre, il n'y a rien d'autre, mais qu'y a-t-il d'autre? Eh bien, ceci, en montrant du doigt devant moi, pointing before me. Mais bien évidemment, je sais que je ne suis pas un simple automate. À quoi cela ressemblerait-il si j'en étais un? Comment se fait-il que je ne puisse pas m'imaginer moi-même, n'ayant pas l'expérience du voir, de l'entendre, etc. Nous confondons et intervertissons sans cesse l'usage du sens commun et l'usage métaphysique. Je sais que je vois. Je vois, vous semblez tirer cela d'une sorte de fait, mais de fait comme si vous le lisiez, comme si vous disiez « il y a une chaise dans ce coin ». Mais si, au cours d'une expérience, je dis par exemple « je vois, pourquoi est-ce que je parle de la sorte ?» Assurément, parce que je vois. C'est comme si l'expression que nous donnons de notre expérience personnelle n'avait pas besoin de jaillir d'une expérience interne qui se répéterait régulièrement, mais seulement de quelque chose. Confusion de la description et des échantillons, idée du royaume de la conscience. Ludwig Wittgenstein. Eratom, texte en français entre crochets, image, tableau. Nous avons noté image en français au lieu de picture en anglais.